Le soir de Noël dernier, mon fils de 48 ans m'a regardé droit dans les yeux devant toute la famille et m'a lancé « Si tu n'es pas content, paie ton propre asile ». 3 mois plus tard, quand il a sonné à ma porte pour me supplier de l'aider financièrement, il est tombé sur les policiers qui l'arrêtaient pour tentative d'effraction. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Je m'appelle Victor Marchand. J'ai 82 ans et toute ma vie, j'ai cru qu'être père, c'était donner sans compter. Pendant 40 années, j'ai tenu les fourneaux d'un petit restaurant à Lyon, chez Victor. Rien d'extraordinaire, vous me direz, mais mes mains ont nourri 3 générations de Lyonnais. Mon étoile au Michelin, je l'ai gagnée à la sueur de mon front, en travaillant 16 heures par jour, même les dimanches. Quand ma femme Marguerite est morte il y a 8 ans, j'ai vendu le restaurant. Pas par tristesse, mais parce qu'à 74 ans, mes genoux ne supportaient plus les longues heures debout. Julien, mon fils unique, m'avait dit à l'époque « Papa, garde l'argent pour toi, tu l'as mérité ». J'ai cru à sa sincérité. Les premiers signes sont apparus il y a 2 ans, quand j'ai fait mon premier malaise cardiaque. Rien de grave, le médecin m'avait rassuré, juste un avertissement. Mais Julien a débarqué à l'hôpital avec sa femme Claire, l'air affolé. « Papa, tu ne peux plus vivre seul, viens chez nous, on s'occupera de tout. » J'aurais dû me méfier. Julien travaille dans l'informatique, cadre supérieur dans une grosse boîte lyonnaise. Claire ne travaille pas, elle s'occupe de leur image sociale. Ils habitent une belle maison à Caluire-et-Cuire, avec vue sur le Rhône. Leur fils Léo, mon petit-fils, venait de rentrer en école hôtelière. Comme son grand-père, disait Julien avec fierté à l'époque. Les premiers mois chez eux se sont bien passés. J'aidais avec le jardinage, je cuisinais parfois. Claire semblait ravie. « Oh Victor, vos petits plats nous changent de mes surgelés. » Julien hochait la tête en souriant. Mais j'ai vite compris que ce sourire était de façade. La première remarque désobligeante est tombée un soir d'octobre. J'étais en train de regarder les informations quand Julien est rentré du travail, visiblement stressé. Il m'a vu dans le salon et a soupiré. « Papa, tu pourrais peut-être regarder ça dans ta chambre ? Claire reçoit des amis ce soir. » Ma chambre. Une petite pièce à l'étage, avec un lit simple et une télé de 20 pouces. J'y ai passé de plus en plus de temps. Pas par choix, mais parce que ma présence semblait déranger. Quand je cuisinais, Claire trouvait que ça sent trop fort. Quand je lisais mon journal au petit déjeuner, Julien consultait son téléphone en soupirant bruyamment. Léo était différent. À 19 ans, il avait cette curiosité des jeunes gens passionnés. Il venait souvent me voir dans ma chambre pour qu'on parle cuisine. « Papy, raconte-moi encore l'histoire du soufflé au Grand Marnier de 1987. » Ses yeux brillaient quand je lui expliquais les secrets du métier. Mais dès que son père arrivait, il s'éclipsait. Un soir de novembre, j'ai surpris une conversation entre Julien et Claire. J'étais descendu chercher un verre d'eau et je les ai entendus dans la cuisine. « Il faut qu'on fasse quelque chose », disait Claire. « Mes parents viennent pour les fêtes et franchement, avoir ton père qui traîne partout... » « Je sais, » a répondu Julien. « Mais que veux-tu que je fasse ? Le mettre dans un EHPAD avec sa petite pension de retraite ? Il n'a pas les moyens. » « Justement, » a insisté Claire. « Il a bien dû mettre de l'argent de côté en vendant son restaurant, non ?» Julien a ricané. « Tu rigoles ? Papa a toujours été nul avec l'argent. Il a sûrement tout dépensé en bêtises. Non, on est coincé avec lui. » Cette phrase m'a transpercé. On est coincé avec lui. Voilà donc ce que j'étais devenu pour mon propre fils. Un fardeau. J'ai remonté l'escalier sans faire de bruit, mais le sommeil ne venait pas. Cette nuit-là, j'ai repensé à toutes ces fois où Julien Petit me demandait de l'argent de poche, où je payais ses études d'ingénieur, où j'ai financé son premier appartement. « Papa, tu es génial, je te rembourserai plus tard. » Plus tard n'était jamais venu. Les semaines suivantes ont été un calvaire quotidien. Julien multipliait les remarques acides. « Papa, tu as encore oublié d'éteindre la lumière. Papa, évite de monopoliser la salle de bain le matin. Papa, on va faire les courses. Reste là, ça ira plus vite. »
Claire était plus subtile dans sa cruauté. Elle organisait des dîners entre amis et oubliait de me prévenir. Je descendais pour dîner et trouvais la table mise pour 6 personnes, pas 7. Oh Victor, j'ai pensé que vous préféreriez manger tranquillement devant la télé ce soir, avec ce sourire faux qui ne trompait personne. Mais le pire, c'était le regard de Léo. Mon petit-fils voyait tout, mais n'osait rien dire. Il me glissait parfois des mots d'excuses. « Désolé papy, papa est stressé en ce moment. » À 19 ans, il s'excusait pour la méchanceté de son père. Le point de rupture est arrivé le 24 décembre. Claire avait organisé un réveillon parfait pour impressionner ses beaux-parents. Nappe blanche, cristal de bohème, service en porcelaine. Moi, j'étais en cuisine depuis l'après-midi à préparer le dîner. Pas parce qu'on me l'avait demandé, mais parce que j'avais vu Claire paniquer devant ses barquettes de foie gras industriel. « Laisse-moi faire, Claire, j'ai l'habitude. » Elle avait accepté avec soulagement. J'ai préparé mes fameux escargots de Bourgogne, un chapon au marron comme ma Marguerite me l'avait appris et ma bûche à la châtaigne que Léo adore. Le dîner s'est bien passé. Les invités me complimentaient. « Victor, c'est divin. Quel talent !» Julien souriait, fier. Pour une fois, j'avais l'impression d'exister dans cette maison. Après le repas, nous étions tous au salon. Les grands-parents de Claire racontaient leur voyage. Léo me montrait ses photos d'école. L'ambiance était chaleureuse. C'est là que j'ai commis mon erreur. J'ai dit, sans réfléchir, « Ça fait plaisir de voir la famille réunie. Cette maison a l'air moins froide ce soir. » Le silence s'est abattu sur le salon. Julien a levé les yeux de son cognac. « Comment ça, moins froide ?»« Oh, rien de méchant, Julien. C'est juste que, parfois j'ai l'impression d'être de trop ici. » Claire a eu un petit rire gêné. « Voyons, Victor, vous dites n'importe quoi. » Mais Julien s'est levé. Son visage avait changé. « De trop ? Tu as un toit, tu manges à ta faim, on s'occupe de tout et tu trouves qu'on te traite mal. » L'alcool et la fatigue des derniers mois avaient délié sa langue. « Tu sais combien ça nous coûte de t'héberger, papa? Entre l'électricité, l'eau, la nourriture, sans compter qu'on n'a plus d'intimité, que Claire ne peut plus recevoir comme elle veut. » Les invités se regardaient, mal à l'aise. Léo avait baissé la tête. « Julien, calme-toi, » a murmuré Claire. Mais c'était trop tard. Mon fils s'était lancé. « Tu veux savoir la vérité ? On se sacrifie pour toi. On fait notre devoir de fils, même si c'est dur. Et toi, qu'est-ce que tu nous donnes en retour ? Rien. Tu n'as même pas un sou à nous léguer après ta mort. » Ces mots m'ont coupé le souffle. Mais ce n'était pas fini. Julien s'est approché de moi, le visage rouge de colère. « Si tu n'es pas content de notre hospitalité, eh bien paie ton propre asile. On verra si tu retrouves mieux ailleurs. » Le salon était devenu muet. Même l'horloge comtoise semblait avoir arrêté de tic-taquer. Les grands-parents de Claire fixaient leurs verres. Léo avait les larmes aux yeux. Je me suis levé lentement. À 82 ans, on ne supporte plus certaines humiliations. « Très bien, Julien. » Ma voix était calme. Trop calme, peut-être. « Je vais faire exactement ce que tu me conseilles. » J'ai regardé mon fils une dernière fois. Cet homme de 48 ans qui se tenait devant moi, les poings serrés. Ce n'était plus l'enfant que j'avais porté sur mes épaules, à qui j'avais appris à faire du vélo, que j'avais consolé après ses chagrins d'adolescent. Bonne soirée à tous. Je suis monté dans ma chambre, j'ai sorti ma vieille valise en cuir et j'ai commencé à plier mes affaires. Léo est monté me rejoindre au bout de quelques minutes. « Papy, ne pars pas. » Papa ne pensait pas ce qu'il disait. J'ai posé ma main sur sa joue. « Mon petit Léo, ton père pensait chaque mot. Et tu sais quoi? Il a peut-être raison. Mais où vas-tu aller ?» J'ai souri. Pour la première fois depuis des mois, un vrai sourire. « Ne t'inquiète pas pour ton vieux grand-père. J'ai mes ressources. » Il neigeait quand je suis sorti de la maison. Mes pas crissaient sur le trottoir glacé. Derrière moi, j'entendais la voix étouffée de Claire, qui tentait de sauver les apparences avec ses invités. J'ai appelé un taxi et donné l'adresse d'un petit hôtel du centre-ville. Dans la voiture, le chauffeur me regardait dans le rétroviseur. « Soirée difficile, monsieur ?»
Au contraire, mon ami. Ma nouvelle vie commence ce soir. Ce que Julien ne savait pas, c'est que son vieux père, nul avec l'argent, avait appris quelques petites choses en 40 ans de restauration. Quand j'ai vendu chez Victor en 2016, je n'ai pas tout dépensé en bêtises. J'ai discrètement placé l'argent sur un compte en Suisse, 800 000 €. Pas une fortune, mais assez pour me permettre certaines fantaisies. Et la fantaisie qui m'est venue cette nuit de Noël, en regardant tomber la neige depuis ma chambre d'hôtel, était délicieuse d'ironie. Si mon fils voulait que je paie mon propre asile, j'allais lui obéir, mais à ma façon. Le lendemain matin, j'ai contacté mon notaire. « Maître Dubois, j'aurais besoin de vous pour un achat immobilier assez particulier. »« Bien sûr, monsieur Marchand. De quoi s'agit-il ? » ?»« Je veux acheter la villa des Rosiers, à Caluire et Cuire. Vous savez, la grande propriété bourgeoise avec le parc. » Un silence au bout du fil. « Mais, monsieur Marchand, cette propriété est juste à côté de chez votre fils, si je ne me trompe ?»« Exactement, maître. Juste à côté. » La villa des Rosiers était en vente depuis 2 ans. Une magnifique demeure du 19e siècle, avec 15 chambres, un parc de 2 hectares et une vue imprenable sur la Saône. Les héritiers ne trouvaient pas acquéreur à cause du prix, 750 000 €. Moi, j'ai fait une offre ferme le 27 décembre. Cash. Pendant que Julien digérait encore sa cuite de Noël et que Claire tentait de minimiser l'incident auprès de sa famille, son père, fauché, signait l'acte de vente de la plus belle propriété du quartier. Mais acheter la villa n'était que le début de mon plan. J'ai passé le mois de janvier à la rénover selon mes besoins. J'ai fait installer un ascenseur, aménager une cuisine professionnelle, transformer le rez-de-chaussée en espace commun chaleureux. Les 15 chambres ont été rénovées en suites confortables, avec salle de bain privée et balcon. Mon projet était simple, créer la maison de retraite la plus raffinée de Lyon. Pas un EHPAD classique, mais un lieu de vie pour mes amis artistes et artisans qui, comme moi, avaient travaillé dur toute leur vie et méritaient de vieillir dans la dignité. Jean-Pierre, mon ancien sommelier, a été le premier à accepter. À 76 ans, il vivotait seul dans un studio après la fermeture de son bar à vin. « Victor, tu es sûr ? C'est pas trop cher. Jean-Pierre, tu as payé ton loyer toute ta vie. Ici, tu payes ce que tu peux. Et en échange, tu m'aides à gérer la cave. » Puis il y a eu Françoise, ancienne fleuriste, qui a accepté de s'occuper des jardins. Marcel, ébéniste retraité, qui a proposé de tenir l'atelier de bricolage. En 3 semaines, j'avais 8 résidents, tous des gens simples, honnêtes, qui avaient bâti Lyon de leurs mains. Le clou de mon plan, c'était l'embauche de Léo. Mon petit-fils avait téléphoné début février, inquiet. « Papy, papa m'a dit que tu avais acheté la villa d'à côté. C'est vrai ? » ?»« Tout à fait vrai, mon garçon. Mais comment tu as fait ? Disons que ton grand-père a quelques surprises en réserve. Tu veux venir voir ? » Quand Léo a découvert ma maison de retraite, ses yeux ont brillé comme quand il était petit. « Papy, c'est génial. Tu as fait ça tout seul ? Presque. Mais j'aurais besoin d'un coup de main. Tu cherches pas un job d'étudiant ? Depuis, Léo passe tous ses week-ends avec moi. Il aide en cuisine, s'occupe des courses, apporte sa jeunesse dans cette maison pleine de sagesse. Et surtout, il apprend. Jean-Pierre lui enseigne les accords mévins, Marcel lui montre l'art du bois, Françoise lui explique les secrets du jardinage. Chez moi, mon petit-fils grandit entouré de vrais maîtres, pas comme chez son père, où il regardait des écrans en grignotant des plats tout près. Bien sûr, Julien et Claire ont fini par comprendre ce qui se passait. La première fois qu'ils ont vu Léo sortir de chez moi en uniforme de cuisine, Claire a failli s'évanouir. « Léo, qu'est-ce que tu fais là ?»« Je travaille, maman. Papy me paye pour l'aider. » Julien a tourné la tête vers ma propriété. À travers les grilles, il a vu le jardin impeccable, les résidents qui prenaient en l'apéritif sur la terrasse, l'enseigne discrète, Villa des Arts, résidence senior de prestige. Son visage valait tous les foie gras du monde, mais je n'avais encore rien vu. Le meilleur était à venir. Car figurez-vous que Julien, ce fils si inquiet des finances familiales,
Ce cadre supérieur si sûr de lui commençait à avoir de gros problèmes dans son entreprise. Sa boîte d'informatique battait de l'aile depuis des mois, mais monsieur était trop fier pour en parler. Et pendant que son père, ruiné, montait sa pension de luxe, lui voyait son monde s'écrouler. La suite de cette histoire, mes amis, va vous surprendre encore plus. Parce que quand l'orgueil aveugle rencontre la réalité, les chutes sont parfois spectaculaires. Et ce qui s'est passé ce matin même, devant ma grille, avec les policiers et mon fils aux abois, eh bien, ça mérite d'être raconté dans les détails. Victor Marchand, chapitre 2. 3 semaines après mon déménagement dans la villa, j'ai découvert pourquoi Julien était si stressé ces derniers mois. Et croyez-moi, ça n'avait rien à voir avec les frais que je représentais. C'était un mardi matin de février. J'étais dans ma cuisine en train de préparer le petit déjeuner pour mes résidents quand Léo est arrivé, le visage sombre. « Papy, il faut que je te dise quelque chose. » J'ai posé ma spatule et je me suis tourné vers lui. Mon petit-fils avait cette expression qu'il avait enfant quand il avait cassé quelque chose. « Qu'est-ce qui se passe, mon garçon ? » « Papa va être licencié. » Les mots sont sortis d'un coup, comme s'il avait retenu sa respiration. Sa boîte ferme. Enfin, pas ferme, mais il supprime son poste. Il le sait depuis décembre. Décembre. Le mois où Julien était devenu particulièrement agressif avec moi. Tout s'éclaircissait d'un coup. Depuis décembre, tu dis ? Oui, il a reçu la lettre de préavis juste avant Noël. Maman et lui, ils se disputent tous les soirs maintenant. Elle dit qu'ils vont perdre la maison si papa ne trouve pas autre chose rapidement. J'ai servi une tasse de café à Léo et je me suis assis en face de lui. Et il ne t'en a pas parlé. Papa ne parle jamais de ses problèmes. Mais hier soir, j'ai entendu maman au téléphone avec sa sœur. Elle disait qu'ils avaient espéré que tu... Léo n'arrivait pas à finir sa phrase. Moi, j'ai compris. Qu'ils avaient espéré que je meure rapidement pour toucher l'héritage. C'est ça ? Mon petit-fils a baissé les yeux. Pardon, papy. Je sais que c'est horrible. Je me suis levé et j'ai posé ma main sur son épaule. Mon garçon, tu n'as pas à t'excuser pour la mesquinerie de tes parents. Mais intérieurement, j'étais bouleversé. Mon fils n'avait pas seulement été cruel par stress ou fatigue. Il avait été cruel par calcul. Il comptait sur ma mort pour sauver ses finances. Cette révélation a changé ma perception de toute l'histoire. Les remarques sur l'argent, l'empressement à me faire venir chez eux après mon malaise, l'humiliation de Noël. Tout prenait un sens différent, plus sordide. J'ai décidé de creuser un peu. L'avantage d'être un vieux monsieur invisible, c'est qu'on entend beaucoup de choses. Le jeudi suivant, j'ai croisé Madame Petit, notre ancienne voisine de la rue Mercière. Elle tenait la mercerie en face du restaurant. « Victor, quelle surprise. Comment allez-vous ?»« Très bien, Madame Petit. Et vous ? Oh, vous savez, à mon âge. Mais dites-moi, j'ai appris que vous aviez vendu le restaurant. Vous aviez bien fait de partir à temps. Comment ça ? Ben, avec tous ces nouveaux restaurants qui ont ouvert dans le quartier. Et puis les charges, la concurrence. Il paraît que le nouveau propriétaire a déjà dû fermer 2 fois. Vous avez eu le nez creux de vendre quand ça valait encore quelque chose. Cette conversation m'a donné une idée. Si Julien était vraiment dans la panade financière, peut-être que d'autres personnes étaient au courant. J'ai appelé mon banquier. « Monsieur Arnaud, c'est Victor Marchand. J'aurais une petite question indiscrète. »« Bien sûr, monsieur Marchand. Je vous écoute. Mon fils Julien, il vous a contacté récemment ?» Un silence. « Monsieur Marchand, vous savez bien que je ne peux pas. »« Allons, monsieur Arnaud. Julien est votre client aussi. Et vu qu'il compte sur mon héritage, je pense avoir le droit de savoir. » Nouveau silence, puis un soupir. « Il est venu me voir il y a 3 semaines. Il voulait un prêt en urgence. 50 000 €. Quand je lui ai demandé des garanties, il m'a parlé de votre situation de santé. Ma situation de santé ? Il m'a dit que vous étiez fragilisé, que votre succession ne saurait tarder. Il voulait une avance sur héritage en quelque sorte. J'ai raccroché, écœuré. Mon propre fils était allé voir mon banquier pour négocier un prêt sur ma future mort. Mais je n'avais encore rien découvert du pire. Le lendemain, Léo est arrivé en larmes.
Papy, ils se sont encore disputés cette nuit, mais cette fois, j'ai tout entendu. Il s'est effondré sur une chaise de ma cuisine. Jean-Pierre, qui était en train de lire son journal, s'est discrètement éclipsé. « Raconte-moi, mon petit. Papa a dit à maman que tu étais plus riche qu'il pensait, qu'il avait fouillé dans tes affaires avant que tu partes de la maison. » Mon sang s'est glacé. Il a fouillé dans mes affaires? Oui. Il a trouvé des papiers de banque suisse. Il sait pour tes économies, papy. Cette révélation m'a coupé le souffle. Julien connaissait l'existence de mon compte. Depuis combien de temps? Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Léo hésitait. Il a dit que tu faisais exprès de jouer aux pauvres pour ne pas l'aider, que tu étais égoïste. Et maman a dit qu'il fallait qu'il trouve un moyen de te faire interner. M'interner. Elle disait que si tu étais déclaré mentalement inapte, papa pourrait gérer tes finances à ta place. Qu'avec ton âge et le fait que tu aies acheté cette villa, il pourrait faire valoir que tu n'es plus tout à fait. Je me suis levé d'un bond. L'internement abusif. Voilà donc le nouveau plan de mon fils. Puisqu'il n'arrivait pas à mettre la main sur mon argent par l'héritage, il allait essayer de me faire déclarer sénile. Léo, écoute-moi bien. Tu n'as rien entendu de tout ça, d'accord? Tu continues à aller chez tes parents normalement. Tu fais comme si de rien n'était. Mais papy, fais-moi confiance, ton grand-père a plus d'un tour dans son sac. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais en train de mesurer l'ampleur de la situation. Mon fils ne se contentait pas d'espérer ma mort, il était prêt à me faire enfermer pour accéder à mon argent. Et tout ça parce qu'il était trop fier pour me demander de l'aide normalement. Car voyez-vous, c'est ça le plus paradoxal dans cette histoire. Si Julien était venu me voir en février, s'il m'avait dit « Papa, j'ai des problèmes, est-ce que tu peux m'aider ?» J'aurais sorti mon chéquier sans hésiter. 50 000 € pour sauver mon fils? J'aurais donné le double. Mais non. Monsieur était trop orgueilleux pour avouer ses difficultés. Il préférait comploter dans mon dos. Le lundi suivant, j'ai pris une décision qui allait changer le cours des événements. J'ai contacté un détective privé. « Monsieur Marchand, vous voulez faire surveiller votre propre fils ?» « Exactement. Je veux savoir tout ce qu'il fait, toutes ses démarches, tous ses contacts. Et surtout, je veux des preuves de ce qu'il mijote. » Paul Mercier, le détective que m'avait recommandé mon notaire, était un ancien policier reconverti, efficace et discret. « Ça va vous coûter cher, monsieur Marchand. L'argent n'est pas un problème. » En une semaine, Paul avait déjà du matériel explosif. Julien avait contacté 3 médecins différents pour se renseigner sur les procédures d'internement psychiatrique. Il avait aussi pris rendez-vous avec un avocat spécialisé dans les successions. Mais le plus choquant, c'était la conversation que Paul avait enregistrée entre Julien et Claire dans leur voiture. « Tu es sûr que ça va marcher ?» disait Claire. « Certain. À son âge, avec cette histoire de villa qu'il a achetée sur un coup de tête, aucun juge ne trouvera ça normal. On va dire qu'il dilapide son patrimoine, qu'il ne comprend plus ce qu'il fait. Et Léo témoignera. Il nous dira ce qu'on lui dit de dire. Et s'il refuse, il ne refusera pas. C'est notre fils. » Cette phrase m'a donné la nausée. Il comptait manipuler Léo pour qu'il témoigne contre moi. J'ai convoqué une réunion d'urgence avec Maître Dubois, mon notaire. « Monsieur Marchand, ce que vous me racontez là est très grave. Si votre fils porte plainte pour internement abusif, même si c'est infondé, ça peut créer des complications. Que me conseillez-vous? Anticipez. Faites établir un certificat médical qui atteste de vos pleines facultés mentales. Et surtout, protégez vos biens. » J'ai passé la semaine suivante chez différents médecins, généralistes, neurologues, psychiatres. Tous m'ont confirmé ce que je savais déjà. À 82 ans, j'avais encore toute ma tête. Le docteur Breton, psychiatre, a été très clair. « Monsieur Marchand, vous présentez toutes les capacités cognitives d'une personne de votre âge en parfaite santé mentale. Vos décisions d'achat immobilier et de création d'entreprise témoignent même d'une remarquable vivacité d'esprit.
Mais ce n'était que la partie défensive de mon plan, car j'avais aussi décidé de passer à l'offensive. Si Julien voulait jouer au plus malin, j'allais lui montrer ce qu'un vieux renard pouvait encore faire. J'ai commencé par contacter mon ancien comptable, Bernard Faure. « Bernard, j'aurais besoin de vos services pour monter un dossier fiscal. » « Un dossier fiscal. J'ai des raisons de croire que mon fils pourrait avoir quelques irrégularités dans ses déclarations. En 40 ans de restauration, j'avais appris une chose. Dans les moments de panique financière, les gens font souvent des bêtises, et les bêtises laissent des traces. Bernard a épluché les déclarations de Julien sur les 5 dernières années. Ce qu'il a trouvé m'a presque fait rire. « Victor, votre fils a déclaré des frais de représentation plutôt créatifs. Des voyages à Londres prétendument professionnels qui correspondent exactement aux dates des matchs d'Arsenal. Des repas d'affaires dans des restaurants étoilés avec des clients qui n'existent pas dans le registre du commerce. Combien ? Une quinzaine de milliers d'euros de fraude sur 2 ans. Pas énorme, mais suffisant pour des ennuis sérieux avec le fisc. J'ai demandé à Bernard de constituer un dossier complet, pas pour nuire à mon fils, attention, mais pour avoir une monnaie d'échange si les choses tournaient mal. Pendant ce temps, la situation chez Julien empirait. Léo me rapportait des disputes de plus en plus violentes. Claire avait même menacé de partir chez sa sœur si son mari ne réglait pas le problème rapidement. Le problème, c'était moi, bien sûr. Au début mars, les choses se sont accélérées. Paul, mon détective, m'a appelé en urgence. « Monsieur Marchand, votre fils a déposé une demande de mise sous tutelle vous concernant. » « Pardon ?» Il a saisi le juge des tutelles. « Il prétend que votre achat impulsif de la villa et votre installation en maison de retraite prouvent une dégradation de vos facultés mentales. » J'ai senti une bouffée de rage monter en moi. « Il a fait ça officiellement ? » « Pas encore. C'est un dossier préparatoire. Mais il va le déposer d'ici quelques jours. » C'était le moment de jouer ma dernière carte. J'ai convoqué Julien à la villa. Un appel très simple. « Mon fils, il faut qu'on parle. Viens me voir demain à 14 h. Sa voix était méfiante. « Papa, tu vas bien ? » « Très bien. Mais nous avons des choses à éclaircir. » Le lendemain, Julien s'est présenté à ma grille. Pour la première fois depuis janvier, il mettait les pieds chez moi. Il regardait la propriété avec des yeux écarquillés, les jardins impeccables, la façade rénovée, les résidents qui prenaient le thé sur la terrasse. « Papa, c'est vraiment magnifique. » Entre, Julien. Je l'ai reçu dans mon bureau, une belle pièce lambrissée que j'avais aménagée au rez-de-chaussée. Sur le mur, mes diplômes de cuisine et ma vieille photo avec Paul Bocuse. Sur le bureau, un dossier fermé. « Assieds-toi. » Julien semblait mal à l'aise. Il jetait des regards curieux autour de lui. « Papa, je voulais te dire, pour Noël, j'ai peut-être été un peu brutal, méchant, ignoble. » Il a baissé les yeux. J'étais stressé. Les affaires ne vont pas fort en ce moment. « Je sais, Julien. Ta boîte ferme. Tu vas être licencié. Tu as des dettes. Ta femme menace de partir. » Son visage a blêmi. « Comment je sais ? Mon pauvre fils, tu crois que ton vieux père ne voit rien, ne comprend rien ?» J'ai ouvert le dossier posé devant moi. « Tiens, regarde ça. » Les photos du détective. Julien sortant du cabinet médical, de l'étude d'avocat, de la banque. Ses conversations enregistrées avec Claire. « Papa, qu'est-ce que c'est que ça ? L'épreuve de tes petites manigances. Tu voulais me faire interner, Julien, pour mettre la main sur mes économies. » Il s'est levé d'un bond. « Papa, ce n'est pas ce que tu crois. Je voulais juste m'assurer que tu ne te faisais pas avoir. Cette villa, ces gens. Comment je pouvais savoir si on ne te manipulait pas ? Arrête de mentir. » Ma voix avait claqué dans le bureau. Jean-Pierre, qui lisait dans le salon d'à côté, a levé le nez de son journal. « Tu voulais me faire interner pour accéder à mon compte en Suisse. Tu as fouillé dans mes affaires pendant que j'habitais chez toi. Tu es allé voir mon banquier pour demander une avance sur héritage. Tu comptais sur ma mort depuis des mois. » Julien était devenu livide. « Papa, laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Et tu sais quoi ? Tu vas avoir ce que tu voulais.
J'ai sorti une enveloppe du dossier. Voici un chèque de 50 000 euros. C'est ce que tu demandais à la banque, non? Ses yeux se sont illuminés. Papa, vraiment? Vraiment. Mais à une condition. Laquelle? Tu retires ta demande de mise sous tutelle, immédiatement. Et tu ne t'approches plus jamais de moi avec tes histoires d'internement. Julien a pris le chèque d'une main tremblante. Merci, papa. Merci. Je savais que tu... Je n'ai pas fini. Je me suis levé et j'ai contourné le bureau. Mon fils, assis dans son fauteuil, me paraissait soudain très petit. Ce chèque, c'est tout ce que tu auras de moi. Jamais. Plus d'héritage, plus d'aide, plus rien. J'ai modifié mon testament cette semaine. Quoi? Mes 800 000 euros iront à une fondation pour les apprentis cuisiniers. Toi, tu n'auras rien. Le chèque a tremblé dans ses mains. Papa, tu ne peux pas faire ça. Je suis ton fils. Léo est ton petit-fils. Léo aura sa part, une belle part. Mais toi, non. Un fils qui complote pour faire interner son père ne mérite rien. Julien s'est effondré, littéralement effondré dans le fauteuil. Papa, je t'en supplie, j'ai des dettes, Claire va me quitter, je vais perdre la maison. Tu aurais dû y penser avant. Je me suis rassis, calmement. Mais je ne suis pas un monstre, Julien. Ces 50 000 euros devraient t'aider à voir venir. Trouve-toi un travail, vends ta maison s'il faut, déménage dans un appartement plus petit, apprends à vivre selon tes moyens. Mais papa, il n'y a pas de mais. Tu as voulu jouer au plus malin. Tu as perdu. Julien est parti sans un mot, le chèque serré dans sa main. À travers la fenêtre, je l'ai vu s'arrêter devant sa voiture et pleurer. Pour la première fois depuis des mois, je n'ai ressenti aucune pitié pour lui. Mais ce n'était que la première partie de la leçon que je comptais lui donner. Car Julien, dans son arrogance, n'avait pas compris une chose essentielle. Quand on humilie publiquement son père le soir de Noël, il faut s'attendre à ce que la facture arrive un jour. Et cette facture, mes amis, elle allait être présentée dans les semaines qui suivent, avec des intérêts que mon fils n'imaginait même pas. Victor Marchand. Chapitre 3. Vous vous souvenez que je vous ai parlé des policiers qui ont arrêté Julien devant ma grille ce matin? Eh bien, laissez-moi vous raconter exactement ce qui s'est passé. Parce que cette scène, mes amis, était l'aboutissement de 3 mois de préparation minutieuse. Après notre confrontation en mars, j'avais donné 50 000 euros à Julien, en pensant qu'il allait enfin comprendre la leçon. Que nenni. Mon fils avait une capacité d'aveuglement qui dépassait tout ce que j'avais imaginé. Au lieu de retirer sa demande de mise sous tutelle comme convenu, au lieu de chercher un travail ou de réduire son train de vie, Julien a fait exactement le contraire. Il a encaissé mon chèque et a continué ses manigances dans mon dos. C'est Léo qui m'a prévenu, fin mars. Papy, papa n'a rien arrêté. Hier soir, il était au téléphone avec l'avocat. Il parlait de phase 2 du plan. Phase 2? Il disait que les 50 000 euros, c'était la preuve que tu commençais à céder, qu'il fallait maintenant augmenter la pression. J'ai fermé les yeux. Mon fils était décidément incorrigible. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il a dit qu'il allait porter plainte contre les gens d'ici, qu'il allait faire venir les services sociaux pour prouver qu'on t'exploitait, que c'était la seule façon de te récupérer et de récupérer ton argent. Cette fois, Julien était allé trop loin. S'attaquer à moi était une chose, mais s'attaquer à mes résidents, à ces braves gens qui avaient enfin trouvé un foyer digne, c'était inacceptable. J'ai rappelé Paul, mon détective. « Monsieur Mercier, j'ai besoin que vous intensifiez la surveillance. Mon fils prépare quelque chose. » Je m'en doutais. Il a pris rendez-vous avec l'inspection des établissements pour personnes âgées. Il veut faire contrôler votre résidence. Quand? Lundi prochain. Nous étions jeudi. J'avais 4 jours pour préparer ma riposte finale. Le vendredi matin, j'ai organisé une réunion avec tous mes résidents. Jean-Pierre, Françoise, Marcel et les 5 autres. Des gens honnêtes qui méritaient de savoir ce qui les attendait. Mes amis, nous allons peut-être recevoir la visite d'un inspecteur lundi. Mon fils prétend que je vous exploite. Marcel, l'ancien ébéniste, a éclaté de rire. Nous exploiter?
Victor, on n'a jamais été aussi bien traité de notre vie. Je sais, Marcel, mais mon fils va tout faire pour prouver le contraire. Il faut qu'on soit irréprochable. Nous avons passé le week-end à tout vérifier. Les contrats de séjour, les factures, l'état des chambres, la qualité des repas. Tout était parfait, évidemment. Mais je voulais que l'inspecteur reparte avec une image impeccable de notre établissement. Le lundi, l'inspecteur est arrivé à 9 heures. Madame Dubourg, une femme sèche d'une 50aine d'années, accompagnée de Julien qui affichait un air de circonstance. Monsieur Marchand, j'ai reçu un signalement concernant votre établissement, des soupçons d'exploitation de personnes vulnérables. J'ai regardé mon fils. Il évitait soigneusement mon regard. Bien sûr, madame l'inspectrice, visitez tout ce que vous voulez. Mes résidents sont à votre disposition. L'inspection a duré 3 heures. Madame Dubourg a épluché tous nos documents, visité toutes les chambres, interrogé tous les résidents. Et plus elle avançait, plus son expression changeait. Jean-Pierre lui a expliqué qu'il payait 600 € par mois pour une suite de 40 mètres carrés avec terrasse, repas compris. Madame, j'avais un studio de 20 mètres carrés pour 800 € avant de venir ici. Françoise lui a montré le jardin qu'elle entretenait avec passion. Monsieur Victor m'a même acheté des rosiers anglais. Regardez comme ils sont beaux. Marcel lui a fait visiter son atelier. J'ai tous les outils dont je rêvais depuis des années. Et les jeunes de l'école hôtelière viennent apprendre avec moi tous les mercredis. À la fin de l'inspection, Madame Dubourg m'a convoqué dans mon bureau. Julien l'accompagnait, l'air de plus en plus sombre. Monsieur Marchand, je dois vous dire que votre établissement est remarquable. Vos résidents sont épanouis. Vos prestations sont de qualité, vos tarifs sont même inférieurs aux standards du marché. Elle s'est tournée vers Julien. Monsieur, je ne vois aucune trace d'exploitation ici. Au contraire, votre père a créé un modèle que beaucoup d'établissements devraient en suivre. Mon fils était devenu livide. Mais, madame l'inspectrice, mon père n'a plus toutes ses facultés. Il dilapide son patrimoine. Monsieur, votre père gère une entreprise parfaitement légale et profitable. S'il vous plaît, ne me faites plus perdre mon temps avec des signalements fantaisistes. Après le départ de l'inspectrice, je me suis retrouvé seul avec Julien dans mon bureau. Il était effondré dans son fauteuil. « Tu es satisfait ?» lui ai-je demandé. « Papa, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me punis comme ça? »« Je te punis. Julien, c'est toi qui es venu chez moi pour essayer de démolir ce que j'ai construit. Mais cet argent, papa, cet argent, c'est notre avenir, l'avenir de Léo. » L'avenir de Léo, tu veux rire? L'avenir de Léo, c'est ce qu'il apprend ici, avec des gens qui ont vraiment vécu, pas les combines que tu lui enseignes. Julien s'est levé, les poings serrés. Tu ne comprends pas, je vais perdre la maison. Claire va partir, tout s'écroule. Et alors? Tu crois que moi j'ai eu la vie facile? Tu crois que ta mère et moi on n'a jamais eu de difficultés? On s'est retroussé les manches, on a travaillé, on n'a pas comploté contre nos parents. C'était une autre époque. Non, Julien, c'était la même époque, avec des gens différents, des gens qui avaient du courage et de la dignité. Il est parti en claquant la porte. En sortant, il a croisé Léo qui arrivait pour son service de l'après-midi. Ils se sont regardés sans se dire un mot. « Ça va, papy ? »« Ça va, mon garçon. Ton père vient d'avoir une leçon d'inspecteur. Ça lui fera du bien. » Mais je me trompais. Julien n'en avait pas terminé avec moi. La semaine suivante, Paul m'a appelé avec des nouvelles inquiétantes. « Monsieur Marchand, votre fils a contacté un nouveau médecin, un certain docteur Roussel, qui a la réputation d'être, accommodant avec les familles qui veulent faire interner leurs proches. Accommodant? Il signe des certificats médicaux sur simple déclaration de la famille, sans examiner vraiment le patient. Il y a eu des scandales avec lui, mais il continue à exercer. Cette fois, j'ai compris que Julien ne s'arrêterait jamais. Tant que j'aurais de l'argent et qu'il en aurait besoin, il continuerait à essayer de mettre la main dessus par tous les moyens. Il était temps de passer à l'acte final. J'ai convoqué Maître Dubois pour modifier définitivement mon testament. Mais pas seulement pour déshériter Julien. J'avais un plan plus
pédagogique. Maître, je voudrais créer une fondation. La fondation Marguerite Marchand, du nom de ma défunte épouse. Très bien, monsieur Marchand. Quel sera l'objet de cette fondation? Aider les apprentis cuisiniers et les jeunes en difficulté à apprendre un métier dans la restauration, avec des bourses, des stages, du matériel. C'est une très belle idée. La fondation héritera de la totalité de mes biens, 800 000 euros, plus cette propriété. Et votre fils? Mon fils recevra un legs particulier, quelque chose qui lui rappellera ce qu'est vraiment la richesse. J'ai expliqué à Maître Dubois ce que j'avais en tête. Il a souri. Monsieur Marchand, vous êtes un fin pédagogue. Pendant ce temps, Julien multipliait les démarches désespérées. Il avait effectivement vu le docteur Roussel, qui s'était déclaré prêt à signer un certificat d'incapacité mentale, moyennant 2000 euros. Mais il fallait que j'accepte de le recevoir. C'est là que Julien a eu sa plus mauvaise idée. Le mercredi 15 juin, je m'en souviens très bien parce que c'était le jour de la fête des jardins que Françoise avait organisée, Julien a débarqué chez moi sans prévenir, accompagné du fameux docteur Roussel. Ils ont sonné à la grille vers 15 heures. J'étais en train de servir la citronnade aux résidents et aux familles venues pour la fête. Une cinquantaine de personnes dans le jardin, une ambiance chaleureuse, des rires d'enfants. « Papa, il faut qu'on parle. » Et le docteur Roussel aimerait t'examiner. Le docteur Roussel était un homme gras d'une 60aine d'années, au regard fuyant. Il portait une blouse froissée et sentait l'alcool. « Bonjour, monsieur Marchand. Votre fils m'a expliqué ses inquiétudes concernant votre état mental. Devant tous mes invités, devant Léo, devant mes amis résidents. Mes inquiétudes concernent surtout votre état de sobriété, docteur. » Ai-je répondu assez fort pour que tout le monde entende. Un silence s'est abattu sur le jardin. Julien est devenu rouge comme une pivoine. « Papa, s'il te plaît, ne fais pas de scandale. » Moi, faire un scandale. Mon fils, tu débarques à ma fête de jardin avec un médecin ivre pour me faire examiner la tête et c'est moi qui fais un scandale. Les invités nous regardaient avec curiosité. Jean-Pierre s'est approché, flanqué de Marcel et des autres résidents. « Il y a un problème, Victor ?»« Pas de problème, Jean-Pierre. Juste mon fils qui persiste à croire que son vieux père a perdu la boule. » Le docteur Roussel, mal à l'aise, a tenté de sauver les apparences. « Monsieur, si on pouvait discuter en privé... »« En privé ? Mais docteur, si je suis gâteux comme le prétend mon fils, mes amis ont le droit de savoir, non ? J'ai haussé la voix pour que tous les invités entendent bien. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter le docteur Roussel, qui vient expertiser mon état mental à la demande de mon fils. Apparemment, le fait d'avoir créé cette belle résidence prouve que je ne suis plus tout à fait normal. Des murmures ont parcouru l'assemblée. Certains invités ont commencé à sortir leur téléphone. Julien était paniqué. « Papa, arrête, les gens filment. » Et alors, tu n'assumes pas tes actes, mon fils ? C'est à ce moment-là que Madame Petit, l'ancienne mercière, a pris la parole. « Excusez-moi, mais je connais Monsieur Victor depuis 40 ans. Et jamais, jamais de ma vie, je n'ai rencontré quelqu'un d'aussi lucide et généreux. Honte à vous, monsieur, de traiter votre père comme ça. » D'autres voix se sont élevées. Les familles de mes résidents, qui avaient vu la transformation de leurs proches depuis qu'ils vivaient chez moi. Mon père n'a jamais été aussi heureux qu'ici. Monsieur Marchand a sauvé ma mère de la dépression. C'est un saint, cet homme. Le docteur Roussel a pris ses jambes à son cou, littéralement. Il a quitté le jardin en courant, poursuivi par les huées de la foule. Julien s'est retrouvé seul face à 50 personnes hostiles et aux caméras des téléphones qui continuaient à filmer. « Papa, je voulais juste... » « Tu voulais juste quoi ? M'humilier publiquement une nouvelle fois ? Détruire ma réputation ? Saccager cette belle fête ? » Léo était en larmes. Il s'est approché de son père. « Papa, arrête, arrête maintenant. Tu vois pas que tout le monde te regarde ? Que c'est toi qui es en train de te ridiculiser ?» Cette phrase de mon petit-fils a porté. Julien a regardé autour de lui, a vu tous ses visages fermés, ses téléphones braqués sur lui. Il a réalisé qu'il venait de commettre l'irréparable. Il est parti, sans un mot, sous les regards méprisants de l'assemblée.
Ce soir-là, la vidéo de la scène circulait déjà sur les réseaux sociaux. Un fils tente de faire interner son père qui dirige une maison de retraite modèle. En 24 heures, elle avait fait le tour de Lyon. Julien était grillé, socialement, professionnellement, humainement. Mais ce n'était que le début de la chute. Car figurez-vous que pendant que mon fils s'acharnait sur moi, Bernard, mon comptable, avait transmis son dossier de fraude fiscale au service concerné. Le vendredi 17 juin, Julien a reçu la visite du contrôle fiscal. 15 000 € de redressement, plus les pénalités. Au total, près de 30 000 € à rembourser. Le lundi 20 juin, Claire a demandé le divorce. Elle avait vu la vidéo, comme tout lion. Elle ne supportait plus d'être associée à un homme qui s'acharnait sur son propre père. Le mercredi 22 juin, Julien a été licencié de son travail intérimaire. Son nouveau patron avait vu la vidéo lui aussi. On ne peut pas garder quelqu'un qui traite sa famille comme ça. Quelle garantie on a qu'il ne nous fera pas le même coup? Et ce matin, 3 mois plus tard, Julien s'est présenté devant ma grille. Mais pas pour s'excuser. Non, Julien était venu pour la tentative de la dernière chance. Il avait escaladé le mur de ma propriété vers 6 heures du matin, convaincu que j'avais caché de l'argent liquide quelque part dans la villa. Il avait forcé la porte de service et fouillé mon bureau quand l'alarme s'est déclenchée. La police est arrivée en 10 minutes. Ils l'ont trouvé en train de fracturer mon coffre-fort, celui où je garde les papiers de la fondation. Quand je suis descendu en robe de chambre, j'ai trouvé mon fils de 48 ans menotté dans mon salon, en larmes, devant 2 policiers. « Monsieur Marchand, votre fils prétend que cet argent lui appartient, qu'il ne fait que récupérer son héritage. » J'ai regardé Julien. Ses cheveux gris étaient ébouriffés, il portait un vieux survêtement. Il avait maigri. Le cadre supérieur arrogant d'il y a 6 mois n'existait plus. « Officier, mon fils ne possède rien dans cette maison. Rien du tout. Papa, s'il te plaît, j'ai plus rien. Claire est partie avec Léo, j'ai plus de travail, je vais finir à la rue. » Les policiers se sont regardés. L'un d'eux, un homme d'une 40aine d'années, a secoué la tête avec dégoût. « Monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous faites? Cambrioler votre propre père? C'est pas un cambriolage, c'est mon héritage. Votre héritage, vous l'aurez à sa mort. En attendant, vous venez de commettre un délit. » Ils l'ont emmené au poste. Effraction, tentative de vol, dégradation de biens. De quoi passer quelques mois en prison si le juge était mal luné. 1 heure plus tard, Léo est arrivé en courant. Il avait appris l'arrestation de son père par sa mère. « Papy, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je lui ai expliqué. Mon petit-fils s'est effondré sur une chaise. Il est devenu fou, papy, complètement fou. Depuis le divorce, il ne dort plus, il ne mange plus. Il passe ses journées à dire que tu lui as volé sa vie. Je lui ai volé sa vie? Il dit que tout était prévu, que tu devais mourir, qu'il devait hériter, qu'il allait pouvoir sauver son couple et garder la maison. Et que toi, tu as tout gâché en restant en vie. J'ai fermé les yeux. Mon fils était vraiment tombé bien bas. Léo, ton père a besoin d'aide, pas financière, psychologique. Tu vas porter plainte? C'était la question que je redoutais. Envoyer son propre fils en prison, même après tout ce qu'il avait fait. Je ne sais pas encore, mon garçon. L'après-midi, j'ai rendu visite à Julien au commissariat. Il était dans une cellule de garde à vue, assis sur un banc, la tête dans les mains. « Papa, Julien. » Il a levé les yeux vers moi. Pour la première fois depuis des mois, j'ai retrouvé dans son regard l'enfant qu'il avait été. Perdu, effrayé, en demande d'aide. « Papa, je suis désolé. Pour tout. Je sais plus où j'en suis. Pourquoi tu as fait ça, Julien? Pourquoi tu es entré chez moi par effraction? » J'ai plus rien, papa. Plus rien du tout. Je pensais qu'avec un peu d'argent liquide, je pourrais repartir ailleurs, recommencer. Tu voulais fuir? Oui, loin de Lyon, loin de cette histoire. Changer de nom, peut-être. J'ai regardé mon fils, cet homme de 48 ans qui voulait changer de nom pour échapper à sa propre bêtise. Julien, la fuite n'est jamais une solution.
Tu le sais. Alors qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi, papa, qu'est-ce que je peux faire? Pour la première fois depuis des mois, Julien me demandait conseil comme un fils demande conseil à son père. Sans arrière-pensée, sans calcul. D'abord, tu vas accepter de voir un psychologue. Tu as des choses à régler avec toi-même. Et ensuite, tu vas apprendre à vivre sans l'argent de ton père. Tu vas retrouver du travail, même si c'est plus modeste que ce que tu avais avant. Tu vas reconstruire ta relation avec Léo. Et toi, tu me pardonneras. J'ai hésité longuement. Le pardon, ça se mérite, Julien. Ça ne se demande pas. Je suis sorti du commissariat avec une décision prise. J'allais retirer ma plainte, mais à certaines conditions. Le soir même, j'ai contacté Maître Dubois pour organiser une dernière modification de mon testament. Pas pour rendre son héritage à Julien, mais pour lui laisser quelque chose qui aurait plus de valeur que de l'argent. Le lendemain, Julien était libéré sans poursuite. Il s'est présenté chez moi dans l'après-midi, accompagné de Léo. « Papa, merci d'avoir retiré ta plainte. Ne me remercie pas trop vite. J'ai des conditions. Je les ai fait asseoir dans mon salon. » Jean-Pierre et les autres résidents s'étaient discrètement éclipsés. Première condition, tu suis une thérapie, un vrai suivi psychologique, pas une consultation de complaisance. D'accord. Deuxième condition, tu cherches du travail. N'importe quel travail, tu apprends l'humilité. D'accord. Troisième condition, tu n'entres plus jamais chez moi sans invitation. Tu respectes ma propriété et mes choix de vie. D'accord. J'ai sorti une enveloppe de ma poche. Et voici ta dernière chance. Julien a pris l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur, un document officiel. Qu'est-ce que c'est? Un contrat de travail. J'embauche un responsable de maintenance pour la villa. Salaire, 2000 € net par mois. Logement de fonction, le petit pavillon du gardien. Si tu acceptes, tu commences lundi. Julien a écarquillé les yeux. Tu m'offres un travail. Je t'offre une chance de te racheter. En travaillant honnêtement, en apprenant le respect, en reconstruisant ta relation avec ton fils. Et l'héritage? L'héritage, tu l'auras déjà eu. Chaque jour où tu travailleras ici, tu apprendras quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. La dignité du travail bien fait. Léo souriait. Pour la première fois depuis des mois, il regardait son père avec autre chose que de la honte. « Papa, accepte, s'il te plaît, accepte. » Julien a signé le contrat en tremblant. « Merci, papa. Je te promets que... » « Ne promets rien, Julien. Prouve. » 3 mois ont passé depuis cette conversation. Julien travaille dans ma propriété. Il repeint les volets, entretient le jardin, répare les petites pannes. Il gagne moins qu'avant, mais il dort mieux. Il a commencé sa thérapie et voit Léo tous les week-ends. Claire accepte qu'ils se parlent à nouveau. Les choses se reconstruisent lentement. L'autre jour, je l'ai surpris en train d'expliquer le fonctionnement de la chaudière à Marcel. Il souriait, vraiment. « Papa, m'a-t-il dit ce matin en me croisant dans le couloir, je voudrais te demander quelque chose. »« Oui. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu pourras être fier de moi à nouveau ?» J'ai posé ma main sur son épaule. « Julien, je n'ai jamais cessé d'être ton père. Et un père, ça espère toujours. Voilà mon histoire, mes amis. L'histoire d'un père qui a dû donner une leçon terrible à son fils pour lui sauver l'âme. Parce que, voyez-vous, l'argent aurait pu sauver les finances de Julien, mais ça l'aurait détruit en tant qu'homme. Aujourd'hui, mon fils apprend ce que j'ai toujours essayé de lui enseigner. Que la vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on possède, mais ce qu'on construit avec ses mains et son cœur. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ai-je été trop dur? Ou est-ce que parfois, l'amour d'un père passe par la fermeté? Dites-le moi dans les commentaires. Votre avis compte beaucoup pour moi. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout de cette histoire. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, le respect se mérite à tout âge.